Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue à l'Institut d'études avancées de Paris. Tout d'abord, quelques mots de présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un centre de recherche qui accueille des chercheurs du monde entier, des seniors hautement qualifiés, des juniors prometteurs. Et le but est le développement des recherches en sciences humaines et sociales et la création de liens internationaux dans le monde académique francilien. Nos résidents sont ici pour conduire leurs propres projets, mais aussi pour travailler avec leurs collègues français. Le modèle initial des instituts d'études avancées, dont il existe plusieurs de par le monde, est celui de Princeton, où on avait constaté, déjà depuis le temps où Einstein y avait séjourné, qu'il y a une valeur ajoutée à faire travailler des chercheurs de disciplines différentes sous un même toit, car c'est au croisement des méthodes et des points de vue différents que de nouvelles idées et découvertes émergent. Nous sommes soutenus par la ville de Paris, par un LABEX, c'est-à-dire une subvention des investissements d'avenir du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, excusez-moi, par la région de l'Île-de-France et par 12 universités franciliennes. C'est la ville de Paris qui met ce magnifique bâtiment à notre disposition. Nous en sommes très reconnaissants et reconnaissants aussi à la mairie du 4e pour nous avoir accueillis si chaleureusement. Merci pour votre soutien, monsieur le maire. Depuis que j'ai pris mes fonctions à la direction de cet institut à la fin de 2012, j'étais auparavant professeur de psychologie à l'université de Copenhague. Nous avons toujours fêté le 8 mars, parce que c'est une tradition au Danemark que j'ai souhaité maintenir ici, et parce que c'est un jour important pour moi, personnellement et professionnellement. Permettez-moi d'en dire deux mots, je crois que vous comprendrez pourquoi. J'ai, durant toute ma vie professionnelle, travaillé avec des femmes malades dans des hôpitaux, des femmes psychologiquement vulnérables, des femmes émigrées, des femmes réfugiées, dont certaines avaient été torturées et violées dans leur pays. Un sentiment commun chez toutes ces femmes, sentiment auquel j'ai dû faire face dans mon métier de psychologue, a été la honte. Honte de leur corps, honte d'être pauvres, honte d'une infériorité sociale, honte d'avoir subi des injustices, d'avoir été humiliées et même violées. C'est un paradoxe de la psychologie humaine, que c'est la personne qui subit une humiliation qui ressent de la honte, plutôt que celle qui l'inflige. La personne qui subit une injustice, plutôt que celle qui la commet. C'est la personne violée, soit-elle homme ou femme, qui est accablée par la honte, plutôt que le bourreau qui a commis le viol. Le seul moyen que nous connaissions de traiter la honte en psychothérapie et à travers la parole. La honte disparaît au fur et à mesure qu'on ose en parler. Le problème est que l'essence même de la honte est le besoin de le cacher, de se cacher. Ce que les mouvements de libération des femmes nous ont apporté depuis les années 2070, auxquelles je suis assez vieille pour avoir participé, jusqu'au MeToo de ces derniers mois, ce que ces mouvements nous ont apporté, c'est la possibilité de transformer la honte en indignation, de changer la passivité en activité. C'est la possibilité pour les opprimés et les exploités de dépasser la honte d'être victime, d'en parler, parce que raconter est devenu légitime. Merci à toutes les femmes qui ont rendu possible de passer from shame to indignation. Merci à celles qui sont parmi nous et celles qui nous ont quittés.
Merci. Merci, chère Greta, directrice de l'IEA. Madame la ministre, chère Najat, Madame la première adjointe, voilà, chère Evelyne, je suis très heureux d'être ici toujours. Tu le sais, c'est un endroit qui est magnifique, tu l'as dit, un des plus beaux endroits où on réfléchit, et évidemment dans le 4e arrondissement, mais un endroit qui fait aussi réseau avec d'autres institutions de part et d'autre de la Seine, puisqu'il y a 3 institutions que j'aimerais unir, que j'aimerais que vous fassiez encore plus réseau, mais qui, de l'autre côté de la Seine, on peut voir, il y a l'IEA, bien sûr, l'Institut d'études avancées, la CIA, oui, c'est son nom, le centre de la Cité internationale des arts, qui, comme ici, accueille des résidents de tous les pays du monde, qui sont plutôt des artistes. Et puis, il y a le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei, qui est en plein travaux et qui accueillera lui aussi des résidents qui travaillent sur tout un tas de choses, mais tout est dans le nom, le Centre de recherche interdisciplinaire. Au fond, vous pourrez changer vos noms, vous pourriez tous vous appeler du nom du voisin, et ça marcherait encore. Et donc j'espère qu'au-delà de la Seine, vous allez faire ce réseau, ce beau réseau qui est celui de la culture dans le 4e arrondissement et au-delà. Mais aujourd'hui, tu l'as dit, c'est la journée internationale des droits des femmes, journée que nous avons dans le 4e particulièrement célébrée, puisque nous avons, ce matin, nous avons inauguré une salle Françoise Héritier. On est très très fiers à défaut de pouvoir encore ouvrir une rue, nous avons ouvert une salle Françoise Héritier. Et ce matin, nous avons donné à tous les agents de la mairie, non pas des fleurs, non pas des chocolats, mais un livre que je crois qu'on en a apporté 2 exemplaires, on va vous les donner, un livre qui est celui de Virginia Woolf et qui s'appelle, dans sa dernière traduction, celle de Marie Dariussec, un lieu à soi, et non plus une chambre à soi, comme dans la première traduction, celle de Clara Malraux. Marie Dariussec s'en explique, elle explique justement quel est l'enjeu sémantique, mais au-delà de la sémantique, l'enjeu pratique, matériel, d'avoir une pièce à soi, d'avoir un endroit à soi pour les femmes, d'avoir un endroit où travailler, d'avoir un endroit où écrire, de ne pas être cantonné dans ce seul rôle de maman ou de compagne ou je ne sais encore, et d'avoir un lieu à soi pour écrire, pour réfléchir, pour penser. Eh bien, j'ai le sentiment toujours quand je suis ici et quand je vois l'ensemble des femmes qui sont dans cette pièce que voilà, vous avez un lieu à vous, et au moins ici, dans ce magnifique hôtel particulier. Alors, nous avons aussi accueilli, je ne vais pas vous faire la liste de tous les événements que nous accueillons cette semaine dans le 4e arrondissement. On nommera une place Monique-Antoine samedi après-midi, samedi en fin de matinée. Donc, si vous êtes disponible, on le fera avec la mairie du 3e, puisqu'on sera à la périphérie, on sera exactement au point de rencontre entre le 3e et le 4e, rue des Francs-Bourgeois et rue Vier du Temple, place Monique-Antoine, dont je n'ai pas besoin de rappeler le travail, toi tu le connais, puisqu'elle a été aussi, elle, artisane de la lutte pour le droit des femmes. Mais nous avons parlé ce matin d'une pièce qui va se jouer à la mairie du 4e, et je vous convie tous, une pièce de Natacha Henry qui s'appelle Le Pacte des Sœurs. Les sœurs, ce sont les sœurs Curie, Marie Curie et sa sœur, et je pense à Marie Curie particulièrement, puisque je crois que ça a été la seule personne à avoir accompli cet exploit, non pas d'avoir un prix Nobel, ce qui est déjà pas mal, mais deux dans 2 disciplines différentes, l'un en physique et l'autre en chimie. Et Marie Curie, dont la fille, alors je fais un lien avec sa fille Irène Joliot-Curie, qui fut, je crois, la première ministre, l'une des premières ministres, puisqu'il y en a eu plusieurs en même temps sous Léon Blum, secrétaire d'État, ministre, à, je crois, la recherche, et vous allez me corriger, mais je crois que c'était la recherche, et c'est donc une passerelle avec toi, Najat, puisque tu as eu aussi dans ton portefeuille, dans des divers portefeuilles ministériels, qui d'abord ont eu le droit des femmes, mais tu as eu aussi la recherche, l'enseignement supérieur, et puis évidemment l'éducation, puisqu'on sait tout ce que tu y as fait. Et donc voilà, de Marie Curie à Irène Curie jusqu'à Najat Vallaud-Belkacem, une belle filiation. Mais comme c'est justement la journée internationale des droits des femmes, eh bien je pense que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de me taire et de laisser la parole à des femmes. Voilà, alors je le fais, et je vous remercie de m'accueillir, puisque c'est vous qui m'accueillez ici, pour ma première visite, ma nouvelle visite en tant que maire du 4e arrondissement. Merci beaucoup. Et débattez bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc bienvenue ici à cette table ronde
que nous avons souhaité organiser ce soir autour de la question du pouvoir. Il nous a semblé qu'il était intéressant de décaler légèrement donc, la réflexion, ne pas seulement en cette journée du 8 mars parler d'égalité, mais envisager la question du pouvoir en tant que tel. Assumer sans doute que le genre, comme nous l'a donc appris John Scott, est non seulement un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur les différences perçues entre les sexes, mais aussi une façon première de signifier les rapports de pouvoir. Alors le pouvoir au sens des facultés, au sens des capacités, au sens aussi de la puissance, la potestas, qui était historiquement ce privilège masculin, dont l'évidence était telle qu'elle était en fait invisible, qu'elle était invisible, ce caractère masculin. Et cette potestas s'est déclinée sur les plans légaux, politiques, familiaux, et a structuré l'ensemble de la vie matérielle et symbolique, économique et sociale des sociétés occidentales de façon extrêmement durable. Et elle l'a fait aussi dans le cadre des modèles et des définitions modernes, républicaines et démocratiques, qui ont hérité et ont continué de faire vivre en leur sein, d'une façon paradoxale, que nous, les historiennes et les philosophes, avons pu mettre en évidence, d'autres avant moi, de nombreuses avant moi, qui sont donc fameuses. Et donc on a cette question qui demeure au cœur de l'histoire républicaine et démocratique, d'un cadre qui est réputé donc neutre, qui est réputé universel et qui pourtant, comme on le sait, discrimine et exclut, crée de la discrimination et notamment exclut les femmes. Ce paradoxe a été dénoncé dès 1791 par Olympe de Gouges, et je trouvais que c'était pas mal de se relire un petit peu d'Olympe de Gouges ce soir, parce qu'il me semble qu'il y a un côté comme ça aristocratique dans notre résidence à l'IEA qui nous emmène vers elle. Alors Olympe de Gouges s'insurge, elle n'était pas très, très aimable, elle ne prenait pas des gants, et donc je vais la citer un petit peu, elle s'adresse donc dans ce préambule de cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à l'homme, et elle lui dit « Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait question, tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents ?» Un peu plus loin, elle dit « L'homme veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles, qui prétend jouir de la révolution et réclame ses droits à l'égalité. » Et elle poursuit, et je pense qu'il y a quelque chose de très contemporain dans ce moment, et cette déclaration très révolutionnaire. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Alors réfléchissons à cette question de la souveraineté des femmes, de ce pouvoir législatif, qui est un des pouvoirs à conquérir, toujours, qui reste un espace très masculin. On y reviendra avec Catherine Achin, ici présente, et puis aussi avec l'expérience de nos journalistes politiques et avec vous qui avez surtout accompli des fonctions exécutives. Mais donc on a cette question du pouvoir législatif, et dans l'histoire du mouvement féministe, les femmes se sont surtout quelques-unes, puis de plus en plus, caractérisées par le fait qu'elles interpellaient, qu'elles pétitionnaient, qu'elles prenaient la parole. Gretty l'a mentionné. Elles ont écrit des pamphlets, elles se sont réunies, elles ont créé des clubs, elles ont été exclues des clubs, on a dissous les clubs qu'elles avaient créés, elles se sont associées, elles ont porté les armes pendant la Révolution, et elles ont donc essayé de multiples façons de surgir, de prendre la parole et de transgresser des ordres qui étaient des ordres imposés et sur lesquels Michel Perrault a beaucoup, en particulier, écrit. Alors, donc aujourd'hui, évidemment, moi je suis historienne, donc je suis obligée un petit peu de ressusciter l'histoire pour entrer dans cette matière qui est notre démocratie et de faire le bilan de ce qu'elle peut et de ce qu'elle donne et de ce qu'elle permet aux femmes. On voudrait que nous discutions ensemble de cette question, donc au-delà de la question du pouvoir législatif, de celui de faire des lois, de la souveraineté populaire et de la nation, la question du pouvoir des femmes dans les différentes sphères de la vie politique et publique. Quelle est leur capacité donc à être élues et représentées, à gouverner, à exercer des fonctions décisionnaires ou supérieures? En quoi et comment leur présence transforme-t-elle ou non les rapports sociaux et politiques contemporains? Les rapports de genre eux-mêmes ont-ils été transformés au bénéfice des femmes? Et des questions portées par le mouvement féministe dans la période récente. Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec nos invités ce soir.
Alors, pour en débattre, on a choisi de croiser un petit peu les expériences et les magistères. On pourrait dire, il y a des femmes, une femme politique, une représentante exceptionnelle d'une lutte, et d'une action en faveur des droits des femmes. Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem est la seconde ministre de plein exercice sur la question des droits des femmes après Yvette Roudy. C'est quelque chose qu'il faut souligner parce que ça a son importance. Et puis, comme on l'a mentionné, vous avez été aussi ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et vous avez été donc aussi la première femme en France à la tête de ce ministère. Alors de votre côté, on sollicitera votre expérience, on sollicitera vos réflexions, et puis on va, avant de vous entendre, demander d'abord à Catherine Achin de nous faire un bilan qui est politiste, professeur de sciences politiques à Dauphine, de nous proposer quelques éléments de réflexion sur l'état des lieux de cette période post-paritaire, qu'est-ce qui s'est transformé dans les relations politiques, dans les relations de genre, comment elle envisage les bénéfices du mouvement pour la parité et des effets des lois pour la parité, et quel constat elle fait du côté des obstacles. Après donc ce premier passage, nous écouterons, et les réflexions de Madame la Ministre, nous écouterons nos collègues journalistes, puisque donc on est entre académie, vie politique et journalisme. Et je vous remercie aussi de nous faire le plaisir de votre présence. Cécile Domas, qui est rédactrice en chef adjointe au service Idées de Libération, et Laure Breton, qui est journaliste politique à Libération. Et nous allons donc vous demander deux choses, de certaine façon. Une première chose, ça sera de nous éclairer du point de vue de votre expérience, l'une plutôt du côté de l'Observatoire des idées et de la sphère de l'opinion, et aussi des livres en sciences sociales que vous voyez apparaître, sur les transformations qui ont eu cours en termes de rapports politiques et de rapports de genre depuis quelques années. Et puis vous, Laure Breton, peut-être davantage en tant que journaliste politique, sur ce que vous constatez dans la sphère politique actuelle. Est-ce que les politiques, le monde politique est toujours un entre-soi masculin? Est-ce qu'il est toujours aussi sexiste? Est-ce que les choses changent? Dans quel sens? Alors justement, j'ai noté que, Laure Breton, vous étiez l'une des signataires de cette pétition, de ce texte des femmes journalistes qui avaient indiqué qu'elles voulaient en finir avec les colibés et le sexisme dans leur milieu professionnel. Et donc je voudrais aussi éventuellement vous nous parliez des transformations qui ont eu lieu dans votre profession et de la façon dont cette transformation impacte ou non la possibilité de traiter dans les rédactions des questions de genre, des questions féministes, d'aborder les questions des rapports de force au sein de la vie politique. Et bien entendu, si vous en sentez le courage, nous pourrions alors aller du côté de ces affaires Weinstein, de ces scandales sexuels, de ces nouveaux rapports de force qui peut-être s'instaurent en dépit de la souffrance des femmes. Et donc à la fois, on est dans une période où on prend la mesure de l'omniprésence des violences faites aux femmes dans toute une série de sphères de la société, mais aussi on est à un moment où il semblerait qu'il ne soit plus possible de les tolérer, et où en tout cas les femmes s'associent pour ne plus le faire. Alors à ce moment-là, j'aimerais beaucoup, éventuellement, Madame la Ministre, si vous pouviez revenir sur ce que vous avez voulu défendre au titre de l'égalité et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes après donc ce chemin que nous allons faire ensemble. Vous avez bien entendu, chacune est libre de s'exprimer comme elle l'entend. Cela vous va? Oui. Parfait. Alors, si la salle est d'accord, et ensuite on s'arrêtera et on prendra bien entendu vos questions. Alors, à toi Catherine, oui, pour commencer. Je parle là. Normalement, ça marche. Vous m'entendez, c'est amplifié? Parfait. Merci beaucoup. Je suis ravie de participer à cette soirée. Donc, je vais essayer de proposer un bilan de l'effet des lois autour de la parité, essentiellement dans la sphère politique, et de ses effets sur la féminisation, le recrutement du personnel politique, et peut-être plus largement sur les rapports de genre. Donc le constat actuel au niveau mondial, c'est que la représentation des femmes en politique, elle est en progression constante. La moyenne mondiale aujourd'hui de la représentation des femmes dans les parlements nationaux, c'est 23,4%. Donc on a atteint un quart des représentants qui sont des femmes à l'échelle mondiale.
Et la France, dans ce classement, a atteint depuis 2017 la 14e position, ce qui est une progression incroyable, puisque jusque-là, avant 2017, et donc les 39% de femmes à l'Assemblée nationale, la France était plutôt aux alentours de la 60e rang, 60e, 70e, et loin dans le rang même des pays de l'Union européenne. Juste pour préciser cela, le premier pays du point de vue de la représentation politique des femmes, c'est le Rwanda, avec 61% de femmes au Parlement. En deuxième, c'est la Bolivie, puis Cuba, Nicaragua, et en cinquième position, on trouve la Suède, en huitième, la Finlande, en dixième, la Norvège. Donc dans ce classement mondial, on a deux types de pays, soit des pays nordiques qui ont une tradition ancienne de droits politiques égaux entre hommes et femmes. Ils ont donné souvent le suffrage en même temps aux hommes et aux femmes au début du XXe siècle. Et il y a eu une progression très progressive, enfin très étalée, merci, de la représentation des femmes, notamment grâce à des quotas intrapartisans. Les autres pays, donc les pays africains, des pays d'Amérique du Sud, voire quelques pays européens, dont la France, ont utilisé, eux, parfois des quotas légaux, comme la parité, ou d'autres mesures d'incitation financière, etc., pour avoir souvent une progression brutale de la part des femmes. Donc voilà, la France a fortement progressé après avoir été plutôt une lanterne rouge de ce classement. Donc je voudrais m'arrêter sur ce cas français avec la loi dite sur la parité qui a été votée en 2000 après une modification de la Constitution et qui a obligé les partis politiques à faire de la place aux femmes sur les listes et qui les a pénalisées financièrement lors des élections législatives. Donc ce qui est intéressant, c'est de rappeler que la loi sur la parité qui a été votée en 2000, elle a été précédée par des débats très importants dans l'espace public français en 1990 et elle a été finalement une réussite assez surprenante et assez rapide de cette revendication qui, en 1992, quand elle surgit sous la plume de plusieurs chercheuses et femmes politiques, apparaît impossible. Voilà. Et pourtant, autour de la question de la représentation politique des femmes, on a, dans la décennie 90, discuté de démocratie, d'exclusion et d'inclusion des minorités en politique. Et en fait, on a débouché sur la possibilité de modifier la Constitution pour permettre la mise en place, en réalité, de quotas de femmes. Et politiquement, il est bien vrai que s'il y a eu un consensus entre, à l'époque, Lionel Jospin puis Jacques Chirac pour voter cette loi, c'est aussi que la parité a été votée dans un contexte de crise de la représentation, de distance entre gouvernants et gouvernés, et qu'elle a été vue aussi comme un moyen, à moindre coût, de rapprocher les citoyens et leurs élus. Et on a un peu chargé les femmes de réenchanter la politique et de faire de la politique autrement. Et c'est un peu pour cela aussi qu'on est allé parfois chercher des profils un peu différents de femmes en politique. Alors, ce qui est frappant peut-être depuis ces premières lois sur la parité, c'est de remarquer le consensus discursif remarquable autour de la parité. Il est très compliqué pour un professionnel de la politique de se dire contre la parité ouvertement, désormais. Et plutôt, ce qu'on a pu constater à travers plusieurs recherches collectives, c'est le pragmatisme remarquable des professionnels de la politique en place qui ont su se servir de la parité, par exemple au municipal, comme d'un nouvel instrument dans leur boîte à outils. Par exemple, pour sortir des sortants qu'on n'arrivait pas à écarter, pour faire entrer des femmes profanes sur lesquelles on aurait peut-être plus d'influence. Voilà, donc ils s'en sont très bien servis de cette... Et ils n'ont pas eu beaucoup de difficultés à trouver des femmes. Ce qui est remarquable aussi, c'est que, alors qu'on avait énormément débattu sur les moyens d'augmenter la représentation politique des femmes, depuis la loi, elle a été régulièrement renforcée, et puis surtout, elle s'est appliquée à d'autres champs que la seule politique. Elle a touché la haute administration, elle a même touché les fédérations sportives, l'université, etc. Donc, il y a eu un impact indéniable en termes de féminisation de ces groupes, les conseils d'administration des hautes entreprises, des grandes entreprises aussi. Alors, d'un point de vue politique, c'est sûr, entre 2000 et 2018, les femmes sont quasi paritaires dans toutes les assemblées qui sont élues au scrutin de liste, donc les communes de plus de 1000 habitants, les conseils régionaux, la délégation française au Parlement européen. Même dans les conseils départementaux, elles sont désormais quasiment 50%, grâce au scrutin binominal qui est expérimenté depuis 2015. Et puis même au gouvernement qui n'est pas concerné par la loi, depuis la présidence de François Hollande, le gouvernement est strictement paritaire. Donc,
on a cet effet indéniable. Ce que je vais essayer d'exposer ensuite, c'est peut-être les effets cachés de la parité et des obstacles qui restent sur la route de l'égalité entre hommes et femmes en politique. Peut-être que ce processus de féminisation, il est resté absolument contrôlé par les dirigeants des partis politiques en place, par 3 mécanismes. D'abord, il y a un jeu avec les règles, et toute marge de manœuvre est exploitée par ceux qui distribuent les investitures ou les places sur les listes, et qui sont encore majoritairement des hommes. Et puis, il y a une volonté de mettre en scène les femmes en politique. On aime bien les photos paritaires. Et puis, en revanche, on organise une plus forte rotation des femmes politiques que des hommes politiques. Donc, si la photo est toujours paritaire, en réalité, les femmes sont davantage renouvelées que les hommes. Voilà, je vais donner plusieurs exemples qui montrent que derrière je dirais le portrait de groupe avec dames, il reste quelques inégalités cachées dans l'application de la parité. Très visible d'abord peut-être dans le plafond de verre, parce que si les assemblées sont paritaires, cela ne nous a pas échappé que la présidence de ces assemblées reste difficilement accessible aux femmes. Alors je vais vous donner juste quelques chiffres, il y a 40% de femmes conseillères municipales, 16% des maires, 40,95% des conseillères départementales et 9,9% des présidentes, 48% dans les régions et 17% des présidentes. Aucune femme n'a jamais présidé le Sénat, l'Assemblée nationale ou la République. Dans les cabinets ministériels, il y a 38% de femmes à l'heure actuelle, mais 20% à la direction de ceux-ci. Donc très clairement, la limite, elle est encore là, à l'accès à la tête de ces exécutifs ou de ces assemblées. D'autres effets qui peuvent euphémiser sur l'impact de la loi, c'est par exemple la stratégie de la dissidence, qui est une stratégie très fortement masculine. Voilà, vous construisez une liste pour les sénatoriales ou pour les municipales, puis votre position ne vous garantit peut-être pas une place au Conseil de Paris ou une place au Sénat, donc vous menez votre propre liste. Et cette stratégie, elle est à 85% masculine. On a pu constater aussi une démission plus importante des femmes élues que des hommes élus. Ça, c'était une instrumentalisation par le Front National, notamment des femmes élues au Parlement européen, qui ont très vite démissionné pour laisser la place aux suivants. Et puis, donc, je voudrais insister là-dessus sur la plus forte rotation du personnel politique féminin. Donc, aussi bien à l'Assemblée nationale que, par exemple, au Conseil de Paris sur lequel on a travaillé, aussi bien en 2008 qu'en 2014, on renouvelle 60% des femmes élues et 40% des hommes élus. Donc, vous voyez, l'Assemblée est paritaire, mais les femmes sont davantage renouvelées. Alors, ça peut être leur choix personnel, ça arrive, et ça peut être aussi le résultat des raisons pour lesquelles on est allé chercher les femmes en politique, notamment leur demander d'être extérieures à la politique, d'incarner la société civile, d'être davantage profane. Et donc, après un mandat, vous l'êtes déjà beaucoup moins et vous risquez d'être remplacé par une femme plus jeune qui va incarner davantage les ressources à ce moment-là valorisées. Voilà. Je vais aller directement sur des mécanismes qui sont peut-être davantage liés à l'histoire et à ce qu'a rappelé Delphine. C'est fondamental de se rappeler que la République française a été fondée sur l'exclusion des femmes. Les femmes ont été exclues de la politique pendant un siècle, puisqu'elles sont entrées à partir de 1944, elles ont pu voter et être élues, même s'il y avait eu des secrétaires d'État avant même le droit de vote. Et cette longue exclusion de la politique, ça continue à marquer les comportements aujourd'hui, puisque les rôles politiques, ils ont été créés et habités et incarnés pendant très longtemps par des hommes. La politique a été pensée comme étant, en France, l'affaire des hommes, qui se vivaient dans des lieux des hommes, etc. Et cela impacte toujours le fait qu'il est difficile pour les femmes, tant que les rôles politiques continuent à être définis de cette manière masculine, à l'incarner de manière adéquate. Les femmes politiques, on leur reproche souvent d'être soit trop femmes, soit pas assez, donc il y a une difficulté à incarner adéquatement ces rôles-là qui ont été forgés dans un moule masculin. Elles continuent aussi à être exclues des coulisses de la politique. Donc la question sur laquelle je voulais terminer, c'était est-ce qu'il y a une spécificité de ce champ politique du point de vue des rapports de genre? Est-ce que c'est un champ professionnel qui est plus violent que les autres en termes de rapports de genre? Est-ce que finalement le sexisme ne s'est pas exprimé en politique plus facilement qu'ailleurs et dans d'autres sphères professionnelles, du fait peut-être de sa faible formalisation des conditions de la carrière et du fait de cette
entre-soi masculin qui tenait et qui collait au mur des institutions. Alors, donc, entre-soi masculin, donc, en tant que militante, en tant que femme politique, en tant que ministre, alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Et puis, est-ce que, finalement, quand vous êtes arrivée au gouvernement, pour nous, en tout cas, femmes dans l'académie universitaire, nous étions très heureuse d'avoir une vraie féministe à ce poste. Et certaines de nos collègues ont pu signaler qu'en fait, on allait pouvoir avoir une deuxième vague d'un féminisme d'État, ce à quoi vous vous êtes employé. Donc, est-ce que vous pouvez revenir, comme vous le souhaitez, sur votre action et puis sur les batailles, les enjeux, ce qui était pour vous crucial, comment ça s'est déroulé, est-ce que c'était facile de déployer ce programme, quels sont les obstacles dans son déploiement? Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là, merci pour votre invitation. Et puis en plus, d'autant plus ravie que le format de cette table ronde me va particulièrement bien et correspond bien à ce que j'essaye moi-même à titre personnel de faire en ce moment. Un peu plus dialoguer, j'allais dire la recherche. Le débat public tel qu'il est souvent conduit entre tous les trois acteurs présents ce soir, ça me va parfaitement bien. Avant de vous répondre, peut-être, permettez-moi juste de rebondir sur le dernier propos de Catherine Achin, parce que je trouve qu'elle a dit quelque chose de très intéressant. Quand vous évoquiez ces codes qui étaient ceux de la politique et qui, petit à petit, en réalité, tous les codes masculins, on ne sait pas dans quel ordre ça s'est fait, et la difficulté pour les femmes à trouver leur place ou à adhérer totalement à ces codes. Très juste, et ça conduit souvent à une confusion. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La confusion est la suivante. On va finir par conclure que en fait, les femmes en politique vont être par nature plus humbles, des électeurs, mettons, que les hommes qui seraient plus sur eux, etc. En fait, je crois qu'il y a une profonde erreur. D'abord, moi, je n'ai jamais d'explication essentialiste parce que justement, je pense que c'est un élément dans lequel on tombe souvent. Non, les femmes ne sont pas par nature plus douces. C'est évidemment les codes sociaux qui les ont conduits, sont très stéréotypés et évidemment être vus comme ça. Et c'est ce qui explique ensuite. Donc, par définition, moi, j'essaie de ne pas être essentialiste. Et surtout, je voudrais dire politique, le truc c'est qu'il y a le code des insiders et le code des outsiders. C'est pas les codes des hommes et les codes des femmes, c'est le code des insiders, ceux qui ont eu l'habitude ancienne d'être en politique et qui l'héritage, une rente, voilà, qu'on se transmet. Et puis les outsiders, les femmes. En effet, quand elles arrivent, marchent un peu sur plus attention, c'est des codes d'outsider. On va faire cette parenthèse, mais juste pour vous confirmer que derrière finalement les textes qu'on adopte, les quotas, les lois sur la parité, il y a en effet, vous l'avez parfaitement dit, il y a l'humain et un certain nombre de difficultés auxquelles je crois que les femmes sont toujours confrontées. Voilà, pour répondre. Je pense que, et j'espère que les amis journalistes qui s'exprimeront tout à l'heure, je pense qu'on ne traite toujours pas de la même façon qu'on appelle la première généralement par son prénom plutôt que par son nom de famille, qu'on la présente dans une façon qui attire l'œil davantage vers porte et même parfois des expériences un peu désagréables ou même la autorité. Pas pour donner l'impression que pour vêtu, enfin bref, une iconographie qui quand même a tendance à toujours réduire la dimension politique au profit de la dimension et puis par ailleurs pour les femmes, il y a, je crois, toujours cette espèce de soupçon
comment dire, de ne pas être vraiment au niveau de ce que les responsabilités politiques. Je souviendrai toujours qu'au moment de la présidentielle 2007, par exemple, lorsque sur le sous-marin nucléaire de la France, on en fait un énorme pataquès parce que, évidemment, ça rejoint un préjugé que les gens ont que les femmes ne sont pas à la hauteur. Lorsque, je ne sais pas, une semaine ou 10 jours plus tard, dans quasiment la même émission, Nicolas Sarkozy, candidat pas non plus de sous-marin, eh bien, ça passe totalement inaperçu. On baigne dans des préjugés, et dans ce pays, malgré les lois, malgré la parité, culturel est si important. La présence des femmes. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Alors, tout est ouvert dans ce comment les priorités sont fixées pour vous en tant que ministre des femmes. Il y avait des choses qui étaient promises, quelles étaient vos marges de manœuvre, comment et finalement si vous deviez retenir qu'est-ce que vous retiendriez, comment vous pourriez rendre compte du... Parce que, par exemple, vu de l'extérieur, on a quand même l'impression qu'une partie de votre souveraineté s'est amenuisée quand même avec la transformation de l'intitulé du ministère. Et puis, finalement, ensuite, une partie, la disparition, la nouvelle secrétaire d'État n'a pas vraiment prendre la marge. Et donc, comment ça s'instaure dans le temps, ce genre de situation? Vous avez aussi été attaqué. Donc il y a eu aussi des effets de backlash très forts, et avec, à partir de 2013, avec la loi fédérale. Il y a eu un renversement politique, et il y a eu quand même une mobilisation politique et conservatrice extrêmement forte, qui en partie a dû grandement entraver. Je vais faire un détour pour répondre à votre question et pardonnez-moi de citer du coup la structure à laquelle j'appartiens désormais, puisque vous savez que j'ai rejoint récemment une grande société d'études. Il se trouve que cette société d'études de faire réaliser, et évidemment une étude à travers le monde entier sur la façon dont, pays par pays, les hommes et les femmes perçoivent les questions du féminisme. Donc c'est très intéressant de pouvoir comparer d'un pays à l'autre, mais je vais juste me concentrer sur la France parce que c'est ce que j'ai retenu. On est dans une année, on est en 2018, après ce que vous évoquez sur Balance ton corps, MeToo, etc., où évidemment on se dit qu'il y a une conscience beaucoup plus grande dans tous les pays d'ailleurs sur tous ces sujets-là et une intolérance plus grande. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la perception sujet par sujet. Et par exemple, en France, je me suis noté les chiffres. Les Français, quand vous leur demandez à votre avis combien y a-t-il de femmes, ils considèrent qu'il y en a en gros entre 40 et 50%. Or, vous savez que les femmes ne pas bien facilement, etc. Donc, déjà, la perception est minorée par rapport à la réalité. Lorsqu'on leur demande, à votre avis, en matière d'égalité salariale, etc., combien de temps faudra-t-il pour atteindre une véritable égalité entre les hommes et les femmes, les Français vous répondent, mais ils vous répondent une trentaine d'années. Je pense que s'il y a des activistes un peu de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la salle, vous comprenez ce que ça peut avoir d'amusant. D'ailleurs, le World Economic Forum, qui travaille un peu sur ces sujets, fait des enquêtes régulières, estime qu'il faudra à peu près 200 ans. Et au rythme où ça va. Lorsque vous leur demandez, toujours aux Français, à votre avis, combien y a-t-il de femmes à la tête des entreprises mondiales,
Je pense qu'il va y en avoir 20%. En fait, il y en a 3%. Donc pourquoi je vous rappelle ces chiffres? Parce que même si la conscience de la persistance des hommes est en train d'augmenter, et c'est une bonne chose, il n'en demeure pas moins que cette conscience est encore lucide sur la réalité des difficultés, des mécanismes à l'œuvre, la complexité, la lourdeur de tout ce qui conduit à ces inégalités. Et c'est sans doute tout cela qui explique que, et là j'en viens au dernier chiffre que j'ai relevé dans l'étude, on est aux Français, est-ce que vous diriez 40%? C'est quand même très faible. Bon. Ça démontre aussi, alors je vous rassure, quand on pose la question brute, est-ce que vous diriez féministe, c'est-à-dire combattant pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il y en a à peu près. Mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que le mot féminisme souffre d'un discrédit tout de même, que les gens ne veulent pas y adhérer spontanément. Moi, mon sentiment, c'est que, en fait, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas une juste perception des combats qui restent à conduire, je l'ai rappelé précédemment. Vous avez cette juste perception, ils comprendraient pourquoi il y a des activistes qui se battent avec la dernière énergie tous les matins pour le faire. Et ils ne les feraient pas passer, comme beaucoup d'observateurs, pour des hystériques qui n'ont rien à faire là, puisqu'on a tout gagné, etc. etc. Bon, je referme cette parenthèse, mais du coup, c'était une façon de répondre à votre question. Qu'est-ce que ça fait d'être ministre des droits des femmes, etc., dans un pays où beaucoup de gens ont le sentiment qu'en fait, les combats ont gagné. C'est ça le sujet. En fait, ça demande du boulot. Ça demande beaucoup de travail. Honnêtement, pour moi, c'est resté une période absolument merveilleuse. Hein, je tiens à le dire. Oui, en effet, sur les droits des femmes. Reprendre du coup quasi à zéro des terrains qui n'avaient pas été défrichés depuis trop longtemps avec des nouveaux sujets qui étaient apparus parce qu'on pense on pense une première violence de femmes, ça est juste, mais entre-temps, pendant les 26 ans d'absence c'était la question d'une pension alimentaire c'est par le conjoint, donc des nouveaux sujets aussi. Donc pouvoir s'y consacrer à temps plein, c'était ça. Beaucoup adopté de mesures, je ne suis pas là pour faire, mais honnêtement, je suis pas malheureuse de tout ce qu'on a fait, parce que je crois que c'est aussi ce qui conduit aujourd'hui à une société mais je maintiens que, sitôt que vous sortez des sujets un peu évidents, la lutte contre les violences faites aux femmes, par exemple, c'est un sujet un peu évident. De la même façon que tout à l'heure, vous disiez, il y a plus grand anti-parité. Non, vous ne devriez pas vous occuper de violences contre les femmes. Là, c'est mieux d'avoir des pouvoirs publics qui mettent les moyens pour financer le téléphone portable, pour adopter comme on l'a fait le principe. Enfin bon, bref, il faut quand même un peu de volontarisme politique. Mais disons que c'est un sujet relativement consensuel. Et lorsque vous arrivez dans des sujets qui, en fait, sont à la racine et au nœud de tout ce que l'on est en train de se dire, etc., c'est-à-dire la question de l'éducation à l'égalité, la question de la lutte contre les stéréotypes, là, pour le coup, une forme de backlash en effet, qui montre que en fait on a cru qu'on allait super loin, super vite, et qu'en fait quand on se retrouve, il y a plein de gens qui ne nous ont pas suivis parce que ils ne se retrouvaient pas dans la vie d'Alidon et qu'il y a plein de gens c'était mieux avant. Donc, du coup, c'est à la fois un merveilleux ministère, avec en fait, à des sujets très délicats, façon de vivre des gens, avec
je voudrais ici juste prendre une fois pour toutes sur une rhétorique extrêmement bien jouée. Les gens qui vous disent, mais y compris des gens très bons, c'est pas uniquement des anti-égalité, mais tous les gens qui vous disent, mais vous nous parlez toujours d'égalité. Mais enfin, comment une femme en homme, c'est ouais, mais en fait, le contraire d'égalité, c'est pas différence, quoi. Le contraire d'égalité, c'est inégalité. Donc, c'est pas parce qu'on cherche l'égalité qu'on veut gommer les différences. C'est pas vrai. D'ailleurs, le contraire de différence, c'est identité. C'est pas au sens identique du terme. C'est pas, là encore, égalité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du bon sens paysan. Par exemple, on va être égaux parce que, soi-disant bon sens paysan, parce que je lui accorde plus de crédit que ça, on va être égaux, puisque vous voyez bien, on n'est pas pareil, les femmes doivent avoir santé, les animaux. Pardon, oui, la nature nous a fait différents, mais la culture peut nous amener à avoir des droits réels, égaux, et pas simplement avoir la chance. Alors, donc, on peut peut-être rebondir sur cette question de la légitimité ou l'illégitimité de certaines questions depuis vos comment vous voyez vous évoluer les questions. Enfin, je suppose que vous avez... Ce qui m'a intéressé dans ce que vous dites, Najat Vallaud-Belkacem, ce sont les résistances. Alors, moi, je parle à une double casquette. Je suis journaliste, donc je connais depuis un certain nombre d'années. Donc, je vois fonctionner les médias depuis un certain temps. Mais aussi, je suis responsable des pages idées à Libération, donc depuis 5 ans. Et je vois aussi comment le pouvoir, qui est aussi un autre pouvoir très important, qui est le pouvoir intellectuel, est exercé. Et de voir qui émet l'opinion, qui analyse, qui va donner son avis et qui va prendre la parole. C'est un pouvoir symbolique qui est très recherché et qui est très jalousement gardé par les hommes encore aujourd'hui. Alors bien évidemment, ce pouvoir a énormément évolué à la faveur de ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire de cette progression des femmes dans le champ intellectuel, comme à l'université, comme dans la recherche, etc. Il n'empêche que peut-être, alors j'émets une hypothèse qu'il faudrait travailler. Nous, on est journalistes, on observe, et puis après, c'est aux chercheurs d'affirmer ou d'infirmer. Disons, cette mixité du travail, comme il y a une parité en politique qui s'est inscrite au niveau des élus, cette mixité existe aussi au niveau des journalistes qui font ce travail quotidien de produire l'actualité. Donc, disons que dans les rédactions, aujourd'hui, je crois que tu ne vas pas me contredire, hein, il y a une parité, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. Dans le milieu intellectuel, à l'université, c'est exactement la même chose. Mais après, il reste toujours aujourd'hui ce fameux plafond de verre, et sur la direction des journaux ou des médias, ça reste quand même encore pleinement, non, il y a des femmes qui dirigent des médias importants, je pense notamment par exemple à Laurence Bloch, à France Inter, qui dirige la station de France Inter. Il n'empêche que c'est un pouvoir qui est encore extrêmement masculin. À partir de ce pouvoir-là, celui qui dirige et donne en général, même si ce n'est pas tout à fait la même personne, mais celui qui éditorialise, celui qui donne son point de vue, celui qui analyse la politique, par exemple, ce sont quand même globalement des hommes. Il ne faut pas non plus confondre les journalistes qui animent des émissions politiques avec celui qui produit l'analyse plus tard d'une élection, etc. Vous remarquerez bien que l'analyse produite est quand même essentiellement faite et délivrée encore par des hommes. Pour moi, ça marque encore, c'est ce pas qu'on observe tous et qui est extrêmement important parce que c'est quand même cette marche qu'on n'arrive pas à dépasser.
et qui, malgré les bonnes intentions, malgré les politiques affichées, ça ne bouge pas tellement. Pour vous donner un exemple, sur les experts invités à la télévision, enfin dans les médias, hein, c'est pas que la télévision, c'est le chiffre qu'a sorti le CSA. Il y a eu tout un travail de fait, par exemple, par le CSA, hein, sur de promouvoir beaucoup plus de femmes en tant qu'expertes qui interviennent à la télévision pour émettre une opinion, pour émettre une analyse. Donc ce travail de promotion des femmes a été fait et il a donné des résultats. On est passé de 20% de femmes qui intervenaient il y a quelques années dans les médias, on est passé à 30%. Mais bon, si on inverse, ça veut dire que 70% encore de l'analyse délivrée dans les médias, que ce soit audiovisuel ou alors à Libération, enfin dans la presse, disons papier, ou sur le net, il faut voir, c'est massivement encore 70%, ce sont des hommes. Parce qu'il y a ce chiffre global, mais après il faut voir aussi sur quel sujet interviennent les experts. C'est là aussi où il y a encore, c'est là où ça complique encore l'analyse, et ce qui est aussi une façon de voir que le pouvoir reste quand même assez masculin. Vous aurez que peut-être plus d'expertes invités dans les médias pour parler de sujets dits sociétaux, dits sociaux, que d'une analyse politique concernant les relations internationales ou l'économie, etc., etc. Donc cette séparation, elle existe encore, et même dans les collectifs rédactionnels, même s'il y a une parité, une mixité qui s'est faite largement, il y a encore je dirais, une surspécialisation de journalistes femmes dans les services de société. Par exemple, la Libération, pour ne pas le nommer, le service de société est quasiment féminin. Mais nous, par exemple, le service ID, on est aussi pas mal, il y a pas mal de femmes, et donc c'est vrai que je me demandais dans quelle mesure on était, parce qu'on est là pour transmettre des opinions, et donc si on poussait un petit peu loin le raisonnement, si on n'était pas là pour mettre en valeur des opinions masculines. Alors l'intérêt d'être, là je me fais un peu mal, mais bon, l'intérêt d'être chef de service c'est que moi, bien évidemment, je fais une promotion active des femmes, et par exemple, pour les chroniqueurs qui interviennent régulièrement dans les colonnes, on a une parité absolue, ce qui n'était pas le cas avant. Bref, c'est un travail quotidien alors, il ne s'agit pas d'aller chercher des femmes, parce qu'elles sont là, il n'y a aucun problème, mais c'est de leur donner la parole, et leur donner le moyen et l'espace pour s'exprimer. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais je pense que, voilà. Ah oui, je pensais à un essai qui est sorti, là, on l'a traité dans l'IB, c'est Rebecca Solnit, qui est une féministe américaine, et qui sort c'est la traduction française qui sort là en mars, pour le 8 mars, et qui a cette expression du mansplaining, donc c'est-à-dire cette proportion des hommes à expliquer le monde, et donc notamment à expliquer le monde aux femmes, bien évidemment. Et ça, ce trait-là, qui est un trait de pouvoir très fort, parce que celui qui explique imprime quand même, il imprime le monde. Je pense qu'on est encore assez loin d'une parité, ça c'est clair, et qu'il y a encore beaucoup à faire. Et ça me fait penser ce pouvoir qui est un pouvoir symbolique. Et là, les hommes, on ne les entend pas beaucoup là-dessus. Déjà partager le pouvoir, on ne les entend pas beaucoup, mais sur celui-là, ils sont sur ce pouvoir intellectuel et symbolique, ils sont très, très, très discrets.
ça me fait penser quand même à ce reflet, et le reflet aussi de, parce que je regardais du coup la composition du CAC 40, ce pouvoir économique, parce que la question essentielle qui se pose aujourd'hui, c'est bien la question du partage du pouvoir. Je regardais cet après-midi sur la home du site du Monde, ils avaient invité l'historienne Michel Rio-Sarcey à s'exprimer, et notamment à analyser le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo, il a interpellé énormément de gens, et nous particulièrement en tant que journalistes, en tant que femmes, en tant que féministes. Mais on voit bien que là, on arrive à un palier, et Michel Rio-Sarcey résumait exactement ce qu'on ressent, je pense, un certain nombre ici, c'est que elle dit que la politisation du mouvement MeToo est indispensable, et qu'il faut que les pouvoirs, enfin le risque est que les pouvoirs publics se contentent, là je la cite, d'aménager le sort des femmes sans mettre en cause les rapports de pouvoir. Je pense que la journée du 8 mars aujourd'hui a été un petit peu l'illustration de ça, c'est-à-dire que on parle de beaucoup de choses extrêmement importantes, bien évidemment, mais ce partage du pouvoir, c'est le point aveugle et le tabou assez important que les médias n'abordent pas beaucoup, que les politiques non plus, les intellectuels non plus. Donc c'est là-dessus, moi, enfin, en tant que journaliste aujourd'hui, c'est là-dessus, enfin, ça m'intéressait déjà il y a 10 ans, mais encore plus aujourd'hui, puisqu'on a progressé quand même dans l'affirmation des femmes dans les pouvoirs politiques, économiques et intellectuels, mais il reste quand même ce partage du pouvoir qui n'est pas là. Et juste pour finir, le CAC 40, on a failli avoir une femme PDG du CAC 40, on a failli. Et non. Et donc c'est Isabelle Cocher à Engie. C'est une femme elle était directrice générale. Tout était fait pour qu'elle prenne la succession et qu'elle devienne PDG. Et en février, patatras, ça ne s'est pas fait. Donc, eh bien, on est toujours à 0 femme PDG dans le CAC 40, ce qui est quand même incroyable. On a failli en avoir une et on n'en a pas. Je peux juste rajouter un point là-dessus, parce que je trouve qu'on est évidemment sensible aux mêmes choses, mais et il y a une autre femme, donc cette fois-ci, qui elle est présidente. Oui, c'est ça. Qui elle est présidente, mais qui n'est pas directrice générale. En fait, avoir toute l'étiquette président-directeur général, ça c'est pas possible. Ça n'est pas possible d'être PDG. Donc on voit bien que là il y a quelque chose qui coince. Peut-être, oui. En tant que journaliste politique, comment vous appréciez cette transformation? Donc l'entre-soi masculin, ça s'est transformé ou pas du point de vue tout ce que vous... Alors quand vous étiez confronté en tant que journaliste, donc moi j'ai travaillé pas mal à l'Assemblée nationale dans ma jeunesse, et tous les colibés, tout ce que vous décriviez dans le manifeste des journalistes, comment rapport masculiniste, machiste dans les arènes politiques, donc c'est vécu aussi dans les relations de pouvoir qui s'instaurent entre les hommes politiques et les femmes journalistes. Donc ça c'est un aspect. Enfin, est-ce que si vous pouvez évoquer ces choses-là, et puis peut-être aussi les transformations que vous voyez à la fois dans l'arène politique et dans l'arène journalistique. Alors, je voudrais faire le lien avec Cécile, qui donc dirige le service ID. Moi, je suis au service, c'est l'appellation qu'on a choisie à Libération, je suis au service pouvoir, donc comme ça fait très bien le lien avec le thème de notre soirée. Et le service pouvoir est composé de presque 25 personnes et on est 5 femmes. Voilà. Et dedans, il y a de l'enquête, il y a de la politique, il y a de l'économie, mais c'est un fait. Et il y a beaucoup de femmes à Libération, on est totalement paritaire, si je me souviens bien. Fait, mais... pas très loin de la parité dans les membres de la rédaction, mais dans le service qui s'intitule Pouvoir, on est extrêmement minoritaire. Est-ce que les choses ont changé? Je vais peut-être repartir à quand moi j'ai commencé à suivre la politique. C'était un moment où Najat Vallaud-Belkacem commençait aussi en politique, puisque c'est la campagne présidentielle de Ségolène Royal. Et c'est juste une anecdote, c'est que
il y a des voyages officiels pendant la campagne et moi je me souviens très bien d'un déplacement de Ségolène Royal, vous devez vous en souvenir aussi parce qu'il y a les images aux Antilles puisqu'elle y avait habité après être née au Sénégal, donc on part aux Antilles et c'est un croisement, il y a c'est ce passage obligé, tous les candidats à la présidentielle vont aux Antilles, vont dans les dom-toms et donc le voyage de Ségolène Royal se termine et le voyage de Nicolas Sarkozy s'annonce et donc en fait on a eu un croisement à l'aéroport de l'équipe des journalistes qui couvraient Ségolène Royal et l'équipe des journalistes qui arrivaient en avance. On part toujours un petit peu après la personnalité, les journalistes, et on arrive avant pour pouvoir travailler. Et je me souviens je pense que toutes les unes et les autres, je ne sais pas quand est-ce que se fait cette épiphanie. Moi, je fais partie de la génération qui pensait que tout était conquis, qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'effectivement, je bénéficiais des combats de ma mère, des mouvements dont vous parliez, des années 70. Et en fait, pas du tout. Je suis tombée dans la campagne de Ségolène Royal et dans cet aéroport, les journalistes suivant Nicolas Sarkozy nous ont croisés et nous ont dit « Tiens, voilà le gynécée ». C'était les journalistes qui suivaient Ségolène Royal. Le gynécée, c'était comme ça que les journalistes qui suivaient Nicolas Sarkozy appelaient les journalistes qui suivaient Ségolène Royal. Non seulement parce que la candidate était femme, et surtout, et c'est ça qui est peut-être un tout petit peu en train de changer, mais pas tant que ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est prégnant dans le journalisme politique. Les hommes suivent le pouvoir, les femmes suivent l'opposition. Et en l'occurrence, à l'époque, en 2007, je pense que assez peu de directeurs de rédaction, il y avait, à ce moment-là, il n'y avait pas Laurence Bloch, il n'y avait pas Delphine Ernotte, enfin, il y avait très très peu de femmes qui dirigeaient les rédactions. Et donc les hommes qui dirigeaient les rédactions avaient mis leurs plus fins lignés, leurs plus grands reporters, qui étaient forcément des hommes, sur l'homme et l'incarnation de l'homme politique. C'était Nicolas Sarkozy, qui était une espèce de locomotive, qui allait forcément révolutionner la France. Donc il fallait des hommes pour le suivre. Et on s'est retrouvés, et c'était vrai, quand j'ai entendu ce mot de gynécée, c'était l'aéroport, je ne sais plus, de Pointe-à-Pitre, ou je ne sais plus quel aéroport dans les Antilles, ça m'a frappé. Je nous ai regardés, et autour de Ségolène Royal, il y avait des femmes. Il y avait très peu d'hommes, je sais pas, il y avait très peu d'hommes qui suivaient la campagne de Ségolène Royal. Et ça m'a ouvert les yeux, et je me suis aperçue que ça ne changeait pas trop. Si vous regardez les accrédités à l'Élysée ou les accrédités à Matignon actuellement, les gens qui suivent le pouvoir, les journalistes qui suivent le pouvoir sont des hommes. Les journalistes qui suivent l'opposition sont toujours des femmes. Donc ça, c'était un petit constat. Et j'ajoute aussi que j'étais vraiment très très loin d'être et militante et même conscientisée d'une certaine manière. C'est Ségolène Royal, au milieu de la campagne, qui m'a appris la racine du mot hystérique, puisque hystérique ne se donne... Enfin, c'est un mot qu'on n'utilisait pas sur les femmes, et c'était un soir où elle avait été... C'était une journée de campagne particulièrement éprouvante, et quelqu'un l'avait traitée d'hystérique. Je ne sais plus si c'était un éditorialiste ou si c'était... un adversaire politique, je ne me souviens plus. Et moi, je ne savais pas que la racine d'hystérique, c'était utérus, et qu'on ne disait pas d'un homme qu'il était hystérique, puisque c'était un adjectif qu'on n'utilisait que à l'égard des femmes. Et ça, c'était aussi Ségolène Royal qui nous l'avait dit. Est-ce que les choses changent? J'aimerais pas arriver à une conclusion extrêmement négative et définitive. Elles changent lentement, elles changent notamment parce qu'il y a un changement générationnel du côté des journalistes. Parce que le changement générationnel du côté des hommes politiques, on en parlera, c'est pas forcément ça qui fera changer les mentalités. Mais je reprenais aussi ce qu'on avait fait dans Libération. Donc la tribune Bas les pattes, c'était une tribune d'une quarantaine de journalistes politiques qui disaient maintenant, en fait, ça suffit. Il y a basta, on se met tout ensemble. C'était quelque chose qui avait un peu mûri finalement. 2007, la campagne de Ségolène Royal, 2012, celle de François Hollande, un ministère plein, des femmes journalistes plus jeunes, plus de femmes journalistes qui suivent la politique. Il y a plus de femmes journalistes en France, tout domaine confondu, que d'hommes actuellement. Et donc forcément, il y a quand même de plus en plus de femmes qui suivent la politique. Et donc on s'est... Excusez-moi, j'ai perdu le fil. C'était sur Bas les pattes. Oui, et donc à Bas les pattes, forcément, quand on regardait la génération qui signait Bas les pattes, c'était les nouvelles. C'était les femmes journalistes politiques qui venaient avec peut-être un bagage plus militant que même le mien, puisque moi j'y suis arrivée plus lentement ou plus progressivement, et peu de femmes
peu de femmes, je ne voudrais pas donner d'âge, mais en fait, il y a peu de femmes journalistes des générations précédentes qui nous ont suivis dans ce mouvement. On est une quarantaine et je pense que la moyenne d'âge doit être à 35 ans, en fait. Et donc ça, pour moi, c'était très révélateur. Alors, on était toutes... ça avait mûri en nous, on avait stocké tous ces exemples. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé quand on a travaillé sur le texte, c'est que je me souviens d'avoir appelé des collègues, des camarades, des femmes que je connaissais, journalistes, en leur disant, voilà ce qu'on prépare. Est-ce que tu as quelque chose à raconter ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'idée ? Et je me souviens très bien de ma collègue du Monde, qui était correspondante à l'Assemblée nationale. Donc elle était présente physiquement. Moi, je me déplaçais. Hein, je suivais des hommes politiques et des femmes politiques. Elle était à demeure. Donc elle était vraiment aux premières loges d'une certaine manière. Et je me souviens très bien de la première discussion avec elle, en lui disant, est-ce que ça te vient à l'idée ? Et la première réaction, c'était, oh non, rien du tout, mais tout va bien. Elle avait peut-être une petite trentaine, et il y avait une nouvelle génération qui venait d'arriver à l'Assemblée nationale, c'était la génération Hollande, et elle disait, non, alors là, je vois absolument pas, j'ai rien à raconter, je m'associe pas parce que je vois pas. Et je me souviens, c'était un mercredi, à midi, je lui parle, et le soir, elle me rappelle, et on a parlé 2 heures. Et pendant 2 heures, elle avait réfléchi pendant l'après-midi, et ah bah oui, mais ça, c'est pas normal, et ça, c'est pas normal, et ça, c'est pas normal. Donc en fait, quand on a mis tout ensemble, on s'est dit, en fait, non, il faut qu'on en fasse quelque chose, et c'est comme ça que c'est devenu la tribune qui est parue en 2015. Ce qui m'a frappée, c'est que ça a, même si on a été critiqué parce que c'était une tribune, on a un accès facile aux médias, forcément, on est journaliste, d'autant plus quand on travaille à Libération. Certains hommes, pas très... Non, aussi des femmes, j'ai des exemples, nous ont critiqués, mais on a été très agréablement surprises et fiers, d'une certaine manière, quand est sorti 1 an plus tard, c'est pile 1 an plus tard, l'affaire Baupin, parce que les femmes qui ont trouvé la force de témoigner contre Baupin ont dit qu'elles s'étaient senties, elles savaient qu'une nouvelle génération de femmes journalistes pouvait les écouter, puisqu'il y avait eu cette tribune. Et donc, en fait, elles savaient que leur message, que ce soit une souffrance, que ce soit juste un témoignage, que ce soit... En tout cas, elles savaient que maintenant, elles pouvaient être entendues et leurs histoires pouvaient être racontées parce qu'elles avaient à leur disposition des femmes qui étaient peut-être plus... pas forcément plus conscientes, parce que je pense que les femmes... politiques, comme les femmes journalistes politiques, ont totalement conscience de tout ce qui se passe, mais en tout cas, qu'il y avait eu quelque chose qui avait basculé à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, c'est des tout petits détails de journalistes politiques qu'on ne voit pas forcément quand on commence à écrire sur la politique, mais quand vous parliez de l'espace public qui était un espace codifié par les hommes, l'espace politique qui était codifié par les hommes, les choses qui m'ont toujours beaucoup frappée quand on suit un meeting, c'est que les tribunes, les pupitres et les micros, les tribunes et les pupitres sont physiquement à la taille des hommes. Et donc, une femme se retrouve à devoir lire plus haut, devoir lire plus bas. Elle doit donc forcément utiliser ou penser son corps différemment qu'un homme. Elle doit, en plus de son discours politique et du fond de ce qu'elle veut transmettre, elle doit penser à comment elle peut essayer de le transmettre. Et le micro est réglé sur les voix des hommes. Les micros sont réglés sur les voix des hommes. Ce qui fait que les voix des femmes qui sont plus aiguës deviennent encore plus aiguës. Et moi, je me souviens, encore une fois, ça remonte à 2007, mais parce que je me souviens très bien de la convention d'investiture de Ségolène Royal. Et il y avait un énorme problème de micro. Et je ne dis pas qu'il y avait un complot ou qu'il y avait un sabotage, je dis juste que ça ne serait jamais arrivé à un homme, que le micro fasse un tel... Il y avait du Larsen, c'était pas réglé sur sa voix. Parce que personne n'avait pris, dans l'équipe qui était totalement masculine, que ce soit l'équipe de campagne ou l'équipe technique, personne ne s'était dit, ah bah tiens, on a une candidate, une femme candidate à la présidentielle, il va peut-être falloir qu'on révise un tout petit peu la façon dont on organise un meeting. Et en plus, une convention d'investiture avec toutes les caméras du monde entier qui étaient braquées sur la tribune. Voilà. Est-ce que les choses ont changé ? J'ai peur de dire non, parce que j'espère que les choses changent tout petit à petit.
Je ferai le lien, et ça sera avec le mouvement MeToo et le mouvement Balance ton port. Malheureusement, le harcèlement, les agressions, sont des abus de pouvoir. Et donc, quand les hommes arrivent au pouvoir, je pense qu'il y a des hommes, il y a un changement générationnel. Je pense qu'ils ont pu avoir des mères féministes plus ouvertes, puis ils ont plus lu, et il y a un mouvement de société, effectivement, mais il reste ce nœud de pouvoir, d'abus de pouvoir et d'attributs du pouvoir. Les femmes, d'une certaine manière, pour une partie des hommes politiques, et ils peuvent être jeunes, on en a la preuve dans les enquêtes qui sortent en ce moment, ils peuvent être très jeunes, les hommes considèrent que les femmes font partie des attributs du pouvoir. Elles ne sont pas légitimes ou elles ne sont pas leurs égales, et non seulement elles ne sont pas leurs égales, mais en plus de ça, elles font partie des attributs du pouvoir. Donc les choses changent, mais la nature du pouvoir ne changeant pas, et il est majoritairement, pas accaparé, mais en tout cas détenu par les hommes, malheureusement, je pense que le harcèlement, les agressions reculent, je pense que la parité fait beaucoup de choses, je pense que l'égalité, enfin, tout ça progresse, mais tout ça progresse extrêmement lentement. Alors, donc oui, on peut peut-être mentionner que vous avez enquêté en particulier sur le harcèlement sexuel et les violences sexuelles qui ont eu lieu dans de la militance, des partis,